Bonjour tout le monde et bienvenue à un deuxième LinkedIn Live. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet. On a reçu énormément de questions gologiques par nos clients ou des collaborateurs sur qu'est-ce qu'on fait avec cette nouvelle, le nouveau financement, la nouvelle facturation plutôt de GitHub Copilot. Comment est-ce que ça va venir affecter mon entreprise? Est-ce que je devrais faire des changements? Comment est-ce que je mets des quotas, des affaires de même? Donc, on s'est dit pourquoi pas partager nos réponses à tout le monde, aider tout le monde à naviguer ici. Le premier truc que je vais dire, là, faut vraiment pas paniquer. C'est sûr que un changement, ça peut toujours, on a toujours un peu peur du changement. Ça va changer comment on travaille avec l'outil, il va y avoir d'autres trucs à optimiser, mais c'est pas nécessairement une mauvaise chose en soi. C'est vraiment comme tout dans la vie, il faut savoir comment s'adapter. Et on va parler du changement en premier lieu, puis après on va parler aussi de petits trucs pour s'assurer que la facture ne soit pas trop salée quand les changements vont commencer. Donc, allons-y. Je vais me présenter avant tout. Mon nom, c'est Justine Guérin. Je suis responsable de la ligne d'affaires IA, donc la ligne d'affaires intelligence artificielle chez GoLogic. C'est quoi une ligne d'affaires chez GoLogic? Eh bien, on en a plusieurs. À la base, GoLogic, on vient vraiment du monde de DevOps. Ce que j'aime bien dire, c'est quand le DevOps est arrivé, nous, on est vraiment rentré dedans depuis 2014. Il y a eu un changement d'outils, un changement d'automatisation, mais il y a eu un changement de culture également. Puis je vois vraiment l'AI comme un changement de comment les équipes TI fonctionnent, très similaire là, à ce changement-là, où est-ce que oui, tu as des changements d'outils, comme GitHub Copilot, mais tu as aussi des changements de culture, de comment est-ce qu'on fait la gestion du changement et toutes ces bonnes affaires ici. Donc, je parlais des lignes d'affaires, il y a juste une slide. Nous, chez GoLogic, on a 4 lignes d'affaires. Donc, on a une ligne d'affaires qui va être vraiment pour le développement, qu'on appelle souvent le studio à l'interne. Ça, on parle de personnes qui peuvent développer du code, qui connaissent plein de librairies. C'est super le fun d'aller leur jaser de tout ce qu'ils connaissent. Sinon, on a l'équipe de la ligne d'affaires automatisation. Donc là, on parle vraiment de tout ce qui est CI/CD, tout ce qui est GitHub Actions, tout ce qui est aussi sécurité, scan, gating, tout ce qui rentre vraiment là-dedans dans comment est-ce que tu prends du code et que tu le mets quelque part. Puis en parlant du quelque part, bien ça, c'est notre ligne d'affaires infrastructure. Donc ça va être l'équipe vraiment qui s'occupe des VM, du cloud, que ce soit AWS, GCP, Azure, mais également le on-prem, là, si on a du VMware ou qu'on a d'autres structures qu'on veut mettre notre code dessus finalement. Et finalement, on a la ligne d'affaires intelligence artificielle et qui est là pour vraiment aider les 3 autres lignes d'affaires également. Le but de la ligne d'affaires intelligence artificielle chez GoLogic, c'est vraiment d'automatiser certaines tâches avec ce nouvel outil, avec ce nouveau paradigme de travail. Donc, même si on a 4 lignes d'affaires, les 4 lignes d'affaires sont super interconnectées. On le sait tout le temps. C'est toujours le fun de pouvoir se parler. Fait que si vous avez besoin d'aide, même si ce n'est pas sur l'intelligence artificielle, n'hésitez pas à nous envoyer un message. Ça va me faire plaisir de communiquer avec vous. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce qu'on parle de GitHub Copilot aujourd'hui? Eh bien, c'est parce qu'il y a eu un gros changement qui a été annoncé il y a quelques semaines qui va prendre place le 1er juin, donc dans quelques jours. Cette nouvelle facturation, dans le fond, on passe de ce qu'on appelait un modèle qui avait des premium requests, donc des requêtes premium, à ce qu'on appelle plus un usage-based facturation. Fait que vraiment sur l'utilisation en tant que telle. Ils appellent ça, dans le fond, eux, à la place de parler de usage, ils appellent ça maintenant les GitHub AI Credits. Donc, c'est sûr que c'est un changement de facture. Il y a des chances que la facture soit plus salée, un peu plus chère. Mais c'est aussi une bonne invitation à revoir comment est-ce qu'on travaille avec GitHub Copilot. Pourquoi est-ce que ce changement-là, donner un peu de visibilité? Bien, GitHub Copilot était le seul, en fait, fournisseur d'assistants de code qui ne fonctionnait pas avec un système de billing par utilisation. Donc, plus on avait des modèles gros avec Anthropic, qui sortaient des modèles vraiment de fondation puissants, mais qui coûtent cher à opérer, plus la facture, dans le fond, de rouler ces modèles qui étaient derrière le cerveau de GitHub Copilot, cette facture-là était passée sur GitHub Copilot, puis
ils n'avaient pas nécessairement l'opportunité de donc ensuite utiliser leurs clients pour payer ça. Fait que dans le fond, GitHub Copilot payait énormément pour l'utilisation de ces modèles premium sans nécessairement être capable de eux-mêmes récupérer les coûts là-dessus. Donc, c'est pour ça qu'ils ont suivi un peu le marché, puis ils sont passés à une facturation vraiment sur l'utilisation en tant que telle. C'est pas juste une mauvaise nouvelle. Oui, c'est sûr là, de comment on en parle, là, qu'il y a des changements, que ça va peut-être une facture plus grande ou qu'ils veulent faire passer la facture des modèles sur nous. Parce que ça veut dire aussi que comment est-ce qu'on travaille avec l'outil. Parfois, ça se peut que ça soit moins cher également. Je vais en parler un peu plus en détail plus tard, mais juste vraiment là, pour y aller plus de façon naturelle, c'est juste vous rassurer, ce qui est toujours inclus, là, tous les autocomplete puis les suggestions de Next Edit qui étaient directement dans le VS Code, dans le code, donc pas le mode agent sur le côté, bien ça reste toujours inclus dans la licence, peu importe. Ça, c'est la même facture. Donc, c'est vraiment juste qu'on utilise le mode chat, le mode agent ou les code agents qui sont plus sur le cloud comme le code review. C'est là qu'on va aller consommer des crédits IA, qui est vraiment les GitHub AI Credits qu'ils appellent. Donc, une bonne nouvelle, c'est sûr, c'est que comme il va y avoir des changements, ils s'y attendent, c'est qu'il y a des crédits supplémentaires. Ça va être le double, dans le fond, des crédits que vous auriez eu normalement. Donc, on a le double pour les 3 prochains mois, donc juin, juillet, août. Donc, ça va être vraiment à septembre, à la rentrée scolaire, que là, on va être vraiment dans le nouveau modèle à 100%. Il y a donc une période de grâce qui nous permet de s'adapter à ce changement ici. OK. Donc, j'ai parlé d'utilisation de tokens. C'est quoi exactement? Pourquoi est-ce qu'il y a des modèles qui sont plus chers que d'autres, moins chers que d'autres? Donc, on a fait ici un petit diagramme là, pour être capable de un peu comparer c'est quoi qui se passe selon les différents modèles. Si on parle juste d'un token à la base, un token, c'est vraiment juste une petite partie d'un mot. Que ce soit un mot qui est du code ou que ce soit un mot comme on parle vraiment à l'écrit. Moi, ce que j'aime bien utiliser là, pour expliquer c'est quoi un token, c'est le visualisateur de OpenAI ici, qui nous permet donc de vraiment aller visualiser comment est-ce qu'ils font la segmentation d'un mot ici. Donc, si je me faisais une petite fonction en Python, on va appeler ça fonction, on va dire changer la facturation. Hop, d'argument, nouvelle ligne, ici, bien, on voit que tout ça ici, ça a été 7 tokens. Donc, si on regarde ici, on voit que le mot dev s'est rentré dans un token. Sinon, changer avec l'espace, ça en était un autre. Là, ça en était un autre. Mais facturation, on voit que ça a été séparé en 2 ici. Fait que si je faisais un autre gros mot, peut-être je pourrais dire pré-changement. Mais là, on voit que le PR, le E et CH et changement, ça a été séparé ensemble. Puis si je fais postfix, bien, même chose ici, on peut voir vraiment là, que ça a été segmenté de différentes façons ici. Si on regarde un exemple peut-être un peu plus gros que juste quelques-uns ici, on peut voir qu'il y a vraiment plein de petits tokens, mais parfois, il va y avoir des mots au complet qui vont être un token. Chacun des modèles qu'on utilise, que ce soit un GPT-5, GPT-4, 3.5, ceux d'Anthropic avec les Claude, Opus, ils ont tous leur propre façon de faire la segmentation. Fait que c'est pas toujours prévisible de savoir combien de tokens il va y avoir. Par contre, ce que je vais dire, c'est que de un modèle à un autre, ça va être très similaire le nombre de tokens, donc pas trop besoin de s'en faire, d'essayer d'optimiser de un modèle parce qu'ils utilisent un peu moins de tokens. Ça vaut plus la peine de choisir les modèles selon ce que vous voulez, ce que vous utilisez. Donc, allez jouer ici avec le site web là, de OpenAI avec la visualisation. C'est quand même vraiment le fun d'aller voir comment est-ce qu'il sépare, notamment avec l'exemple ici du petit emoji là, qui est quand même assez cute. Alors, on revient sur nos slides ici. Donc, je parlais de token ici, puis là, on voyait vraiment comme tous les mots défilés, comment ils étaient segmentés. Bien, il y a une distinction qu'on fait avec les modèles pour ce qui est le input et ce qui est le output. Le nom le dit un peu, mais dans le fond, le input, c'est tout ce que le modèle doit lire avant de répondre à une question. Et quand on parle du output, c'est tout ce que le modèle va donc
faire comme réponse, va nous répondre dans le fond ici. Fait qu'il va y avoir différents prix pour le input et pour le output. Le input va être moins cher que le output pour tous les modèles là, qui sont disponibles à l'instant. Il y a une petite distinction que j'aimerais faire, par contre, c'est qu'il y a aussi le caching qui est possible pour certains des modèles. Tous les modèles ont du caching de input. Ça veut dire que si on a des prompts qu'on réutilise souvent, ou si on a une partie de code, peut-être un résumé de notre code quelque part dans un markdown, qu'on envoie souvent comme question à GitHub Copilot, ben ça ne va pas être le même coût à chaque fois, parce que la première fois, ça va être vu comme un input normal, mais toutes les fois d'après, du moins pour une petite fenêtre, une fenêtre quand même utilisable, ça va être un input qui va être cached. Donc, vraiment comme qu'on fait du développement de code, cache, ça veut dire pré-sauvé. Ça veut dire qu'on peut donc avoir un coût plus bas. Ce qui arrive, dans le fond, c'est que les modèles, ils sont capables de garder une partie de ces computations qu'ils doivent faire pour générer la réponse. Puis, ils vont être capables de garder un peu de ces computations-là sauvées, puis de se sauver du temps puis du compute quand on va leur poser une prochaine question. Donc, ça, c'est vraiment pour le caching de input. Il y a certains modèles, ceux de Anthropic notamment, qui, eux, font même du caching de writing. Donc, ça peut être très chouette, justement, si on a un peu peur parfois de dire donne-moi une réponse, toujours dans un format, je veux toujours que tu commences aussi avec peut-être un header particulier. Tout ça, là, ce caching qui va être fait, ça va coûter moins cher que juste un output. Je donne un exemple en bas ici, là, avec Claude Opus 4.7. Vous voyez, le input est de 5 $. Le cached input est encore moins cher. Le cached write est environ le même coût que le input. Et c'est le output vraiment qui est plus cher ici avec 25 $. Donc, pour le 25 $, là, ici, qu'est-ce que ça veut dire ces montants-là? C'est vraiment le prix par million de tokens. Si vous voulez aller voir tous les différents modèles, parce qu'il va en avoir d'autres qui vont arriver, d'autres qui vont partir également, vous pouvez aller voir la liste, le tableau complet des prix qui a été fait par GitHub Copilot juste ici. Donc, ici, on est capable de suivre vraiment c'est quoi les différents coûts des modèles. Puis, il nous donne même une catégorie ici qui nous dit si c'est un modèle plus versatile, plus lightweight ou plus powerful pour qu'on pose des questions assez intenses. Et on peut voir le coût ici. Ça nous permet donc d'essayer d'un peu optimiser selon le genre de questions qu'on veut faire. On peut donc choisir des modèles qui sont moins chers si c'est une question un peu plus rapide ou si c'est juste de me faire un résumé. Mais si c'est de recoder ma fonction pour qu'elle run en big O of n, qu'elle soit plus efficace, ben là, peut-être je vais prendre un modèle un peu plus cher comme celui-ci de GPT 5.5 de OpenAI. Même chose ici pour Anthropic et même chose ici pour les modèles de Google, donc les Gemini et ici les modèles aussi là, de fine-tune de GitHub qui sont plus en public review. Donc, c'est ça qui nous permet de vraiment de choisir c'est quoi qu'on veut utiliser ici selon notre utilisation qu'on veut faire. Je vais revenir à nos slides. Donc, on parle de AI Credit. Les AI Credits, vraiment, c'est ce qui nous permet, ou ce qui permet plutôt à GitHub Copilot de faire une suite des coûts, de dire, mais si un modèle est tant cher, ben on va charger tant au client pour l'utilisation. Donc, bienvenue l'idée d'avoir un crédit qui est équivalent à 1 cent USD. Ça représente un AI Credit. Donc, c'est ça qui nous permet de pouvoir parler un peu de la même façon de chaque modèle ou utilisation, sans toujours devoir faire des OK, c'était combien en dollars, OK, puis tu avais combien de millions, puis de devoir faire des petits calculs pour avoir une bonne idée ici. C'est quoi les coûts? J'ai oublié de mentionner au début, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On va avoir un moment à la fin où est-ce qu'on va pouvoir y passer, mais allez-y au fur et à mesure, on va pouvoir y répondre à la fin. Alors, je voulais qu'on regarde un peu un cas plus concret ici, de voir, OK, combien ça me coûterait donc si j'étais pour mettre une repo au complet en contexte comme input à un modèle de base, le 4.1, qui est un modèle très versatile. J'ai donc 3 mises en situation avec 3 librairies de différentes tailles ici.
Je vais faire le caveat, par contre, que quand je fais ici une mise en situation là, pour vous montrer, j'exagère un peu. Parce que si j'étais pour demander une question à GitHub Copilot avec cette repo d'ouvert comme contexte, disons que c'est ça le projet sur lequel je travaille en ce moment, GitHub Copilot ne va pas aller lire chacun des folders, chacun des fichiers, lire chacune des lignes de code. Il y a quand même ça serait vraiment cher pour rien. Ça serait même beaucoup de bruit pour les modèles. Fait que c'est vraiment plus pour se donner une ordre d'idée de quand on utilise une repo plus petite à plus grande, ben c'est quoi la différence? C'est quoi vraiment le delta entre un et l'autre ici? Donc, j'ai comme exemple ici là, une petite repo.env qui a 6 fichiers, environ 2000 lignes de code, c'est quand même assez petit. Puis, on estime ça environ à 13 000 tokens. Encore une fois, le estimé, c'est juste un estimé pour les tokens parce que d'un modèle à l'autre, ça ne sera pas le même nombre de tokens. Mais c'est environ assez similaire. Ça nous permet de faire des calculs de napkin que j'appelle, que rapidement, on peut avoir une idée, une ordre d'idée de combien ça va coûter. Donc, si on était pour envoyer ces 16 fichiers, je dis non, vraiment, on va lire chacune des lignes dans chacun des fichiers dans ce code-là, va trouver c'est quoi que je cherche. Ça sera quoi le coût? Bien, ça serait environ, on a 0,026, toujours en US dollars ici, car ça sera le coût environ. Ça, c'est sûr que c'est avec GPT 4.1, qui est un modèle un peu moins cher. Si on y allait avec quelque chose d'un peu plus grand, ici, j'ai la repo aussi en JavaScript de Express qui a 141 fichiers, environ 21 000 lignes de code. On est plus dans un niveau intermédiaire ici. Ça veut dire que si j'étais pour poser une question à GitHub Copilot, toujours avec le modèle GPT 4.1 de choisi, et que je disais, va lire chacun de ces fichiers-là et répond à ma question par la suite, ben là, ça va coûter 0,25 sous, ou pardon, 25 sous plutôt, pour répondre à ma question. Puis ça, c'est vraiment juste pour le input. Fait que c'est sûr que le output, on l'a vu, était plus cher. Ça, c'est pas calculé ici. La raison pourquoi je focus vraiment sur le input, c'est que c'est ça qui a le scaling. C'est ça qui grandit beaucoup. C'est ça qu'on va devoir un peu tweaker de comment on utilise GitHub Copilot pour s'assurer de garder la facture plus bas. Puis je vous donne l'exemple de pourquoi est-ce que je dis que c'est vraiment le scaling de la repo, de vraiment le contexte intrant, le input qui va vraiment faire changer les choses. Bien, si on va voir une repo plus d'envergure là, assez grosse, ici j'ai Log4j qui a 2500 fichiers environ, plus de 300 000 lignes de code. Là, on est environ à 3,4 millions de tokens. Là, ça commence à être beaucoup. Fait que là, le coût de ça, ça veut dire qu'à chaque question que je poserais, si je disais encore une fois à GitHub Copilot, va voir chacun de mes fichiers et ensuite répond à ma question, ben là, on serait autour d'un 6,80 environ USD pour juste regarder c'est quoi mon contexte, mon input. Je sais que je l'ai dit beaucoup, là, mais je veux vraiment que ça soit clair. Ça, c'est illustratif. Là. Ça ne veut pas dire que c'est ça que ça va coûter. C'est pas comme ça que GitHub Copilot fonctionne. Il ne va pas aller lire chacun des fichiers. Ça n'aiderait pas à sa réponse. Même ça pourrait nuire d'aller lire à chacun des fichiers ici. Il y a quand même, il est capable, GitHub Copilot, de regarder l'arborescence d'un projet, d'un repo, puis de bien choisir où aller lire le fichier. Puis, il ne va même pas lire un fichier au complet quand il va lire un fichier. Il va juste y aller vraiment plus en ordre, voir c'est où le code ici. Mais c'est quand même pour vous donner ici, là, vraiment le but de cet exemple concret, c'est de vous montrer que plus un projet est gros, plus le input est gros plutôt, plus le coût va être gros. Puis c'est ça qui a tendance à scaler. Parce que de dire à GitHub Copilot, ben réponds-moi juste un tout petit peu, réponds une réponse courte parce que j'ai peur que ça fait monter le billing, c'est pas ça qui va changer le coût vraiment parce que là, on parle à la différence d'environ une centaine de tokens, même pas. Quant à ici, quand on passe de 100 000 à 3 millions de tokens, là, on commence à avoir une différence dans la facture. Alors, comment est-ce qu'on s'assure en tant qu'entreprise pour s'assurer qu'il y a une bonne transition qui est réussie dans notre entreprise par rapport aux nouveaux changements au billing? Gouvernance, tout le temps. On parle toujours de gouvernance, mais c'est vraiment important.
D'aller regarder aussi c'est quoi le centre de coût, puis faire un peu du FinOps AI, là, de s'assurer qu'on limite aussi, qu'on fait un seuil d'alerte, un plafond là, pour bloquer ou limiter l'usage à un certain point pour un utilisateur ici. C'est ce qui va nous permettre de s'assurer qu'on n'a pas de mauvaise surprise. C'est du moins ce qu'on veut éviter. On veut que tout le monde soit capable d'avoir une visibilité sur c'est quoi les changements. Donc, avec le nouveau changement, un des trucs que je n'ai pas encore dit, mais qui selon moi est une excellente nouvelle, c'est l'arrivée des pooled usage. Donc, ça, c'est vraiment les crédits partagés à l'ensemble de l'entreprise. Ça veut dire, si j'étais dans une compagnie où est-ce qu'on était 5 développeurs, puis que j'avais un super user, mais que les 4 autres l'utilisaient un peu, mais pas tant, quand mon super user a utilisé ses crédits qui ont été assignés à son compte, il peut aller piocher directement dans les crédits de l'autre. Donc, ça fait que, comparé à avant, quand on avait les premium requests, ça, c'était vraiment ce qui était assigné à toi et tu ne pouvais pas aller piocher dans les crédits des autres. Ça veut dire que quand quelqu'un est en vacances, puis que quelqu'un d'autre fait sa job, puis qu'il y a encore une licence, le gars en vacances, ben, tu peux aller utiliser ses crédits. C'est ça qui fait aussi que la facture n'est pas trop salée ici. Ça nous permet vraiment là, de s'assurer qu'on utilise au maximum ce qui nous a été dû, ce qu'on a payé pour, avant d'aller en acheter plus, dans le fond. Fait que ça, c'est la bonne nouvelle ici avec le changement, c'est qu'on va aller chercher vraiment les crédits des autres ici. Par contre, comme on peut peut-être certains d'entre vous ont fait « Wow, attends, d'aller piocher dans les crédits des autres, ça ne voudrait pas dire qu'il y en a moins. » Oui. C'est pour ça qu'il faut s'assurer d'avoir un seuil qui fait une limitation par utilisateur. On peut en mettre une pour tout le monde, mais on peut aussi en mettre pour certaines personnes ou certains rôles qu'on sait qu'ils vont en utiliser un peu plus. On peut monter un peu le plafond puis donner un quota plus grand, dans le fond. Toute cette gouvernance se fait directement sur la plateforme GitHub. Donc, vraiment, là, il y a quand même mis beaucoup de documentation, sachant que c'était quelque chose qui va être important à faire en amont, avant les changements, pour être sûr de ne pas avoir de mauvaises surprises dans un mois quand la facture de juin va sortir. Évidemment, là, c'est sûr que nous, on prend les formations. La meilleure façon de enable le monde à se changer, aussi à ne pas avoir peur de ce changement-là, c'est à travers soit les comités de pratique, soit les formations de groupe. Donc, certaines entreprises ont des comités pratiques à chaque 2 semaines, à chaque mois, pour justement partager des wins ou des initiatives qu'ils ont faites à l'interne sur l'AI, notamment avec GitHub Copilot. Bien, ces comités de pratique-là, c'est un bon endroit où est-ce que tu as un bon auditoire pour aller parler de c'est quoi qui s'en vient. De dire, écoute, oui, il y a des changements, il faut faire attention, mais aussi de répondre à leurs questions. Justement, là, celle que je reçois, là, qui est, ben là, est-ce qu'il faut que je dise à mon GitHub Copilot de ne pas générer beaucoup de texte quand il répond à ma question pour limiter le billing? Ben, de dire, écoute, ça, c'est pas tant important de le faire. On parle vraiment de mini-cents là, comme différence pour l'année au complet. Ce que tu es mieux de faire attention, c'est le input que tu donnes, de t'assurer de préparer tes questions aussi, de donner le bon contexte au bon moment. Donc, ça, c'est le genre de truc, d'information qu'on pourrait donner au comité de pratique parce que ce qu'on voudrait vraiment pas qu'il arrive avec ce changement ici, c'est que les utilisateurs deviennent fébriles et ont peur d'aller utiliser GitHub Copilot, de peur de faire une facture super salée pour leur entreprise. Ça serait vraiment l'inverse qu'on veut. Fait que c'est important de les éduquer, de leur dire oui, il y a des changements, mais tu sais, de pas non plus capoter et ne plus utiliser l'AI parce que ça nous rend quand même plus efficients. Sinon, de toujours former aussi pour que même ils comprennent aussi le vocabulaire de c'est quoi un token, c'est quoi le input, le output, vraiment comprendre aussi comment est-ce qu'on peut utiliser des fonctionnalités dans GitHub Copilot comme les agents, les skills pour minimiser les coûts là-dedans. Les formations, c'est une excellente façon de vraiment faire une mise à niveau de plein de personnes en même temps. Sinon, il y a les recommandations qui ont été données directement par GitHub.
Il y a le mode auto, dans le fond, qui nous permet d'optimiser pour certains modèles. Ça donne un petit rabais sur le modèle parce que ça permet GitHub, dans le fond, à choisir quel modèle ils vont t'assigner selon ta question et selon aussi les modèles qui sont moins achalandés à ce moment-là. Vu qu'ils peuvent optimiser leur utilisation des modèles, ben, ils vous redonnent le rabais qu'ils ont eu grâce à ça. Donc, c'est pas pour tous les modèles, mais ça peut valoir la peine de regarder ça pour des questions plus de base là, qu'on veut poser. Sinon, il y a le mode le mode plan. Le mode plan, dans le fond, c'est pas nouveau. Ça existait déjà dans GitHub Copilot, ça fait quelques mois maintenant. Le mode plan, ça nous permet, par contre, de vraiment utiliser ce paradigme, de demander à GitHub Copilot de nous faire un plan de c'est quoi qu'il va aller faire. C'est sûr que de faire ce plan, ça veut dire qu'il va utiliser un peu plus de tokens en amont, mais ce que ça nous permet de faire, c'est de valider la direction dans laquelle GitHub Copilot s'en va avant justement qu'il aille lire plein de repos, puis faire plein de trucs, puis nous coter de quoi, puis dans le fond qu'on va juste faire revert. Ce qu'on veut plutôt, c'est de pouvoir aller regarder le plan, de dire wow, attends, excuse-moi, j'avais oublié de te dire que c'était cette repo-là que je voulais que tu fasses, ou c'était telle feature que je voulais, ou ah ouais, non, on n'utilise pas telle librairie, on n'a pas le droit dans l'entreprise. Tout ce genre de petites redirections, ça va être vraiment mieux de le faire en amont avant que le travail soit fait. Donc, d'utiliser le plan mode, le mode plan, ça nous permet de vraiment s'assurer que on prépare GitHub Copilot à faire l'action de la bonne façon et donc de diminuer les coûts puis avoir pas, dans le fond, d'avoir utilisé des tokens pour rien. Sinon, c'est sûr que d'avoir des garde-fous, ici, je parle surtout là, de, par exemple, ne pas commencer à faire des fleets. Ça, c'est une fonctionnalité avec le CLI ou avec, en général, là, qui fait que tu peux envoyer plusieurs agents en même temps sur une tâche, puis ils se passent la balle l'une à l'autre, puis ils font plein de travail parallèle ensemble. De commencer plus petit, à moins qu'on est vraiment sûr de ce qu'on fait, ben, c'est une bonne façon de s'assurer, encore une fois, qu'on garde les coûts bas. C'est sans surprise que c'est une fois que tu fais des agents en parallèle que ça va te coûter plus cher. Juste le nom on le dit, là, en parallèle, ça veut dire plusieurs agents qui vont faire plein d'actions. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Ça reste quand même le but de GitHub Copilot, c'est qu'on aille vers justement des agents plus autonomes. Mais ça veut dire qu'il faut faire plus attention de vraiment mettre un périmètre sur les agents qu'on va aller dispatcher sur différentes tâches. Sinon, des optimisations plus techniques, je pense qu'il vaut la peine de souligner également, ça va être de faire attention à nos configurations de MCP. Donc ça, c'est des serveurs qui nous permettent de, dans le fond, faire cette traduction à notre GitHub Copilot pour savoir comment utiliser certains outils. Ça pourrait être un avec Jira, ça pourrait être avec Confluence, ça pourrait être avec Grafana, ça pourrait être avec Dynatrace. Peu importe c'est quoi le MCP, l'outil avec lequel on veut connecter. Ces MCP-là, ils ont des définitions pour chacun des outils, ce qui fait que si on ne fait pas trop attention puis qu'on fait juste rajouter plein de MCP serveurs, plein d'outils, tu commences à te retrouver avec une longue liste là, de descriptions de c'est quoi que chacun des outils font, quand pourtant, tu avais juste besoin d'un seul outil dans ton MCP server ou même juste d'un seul MCP server comparé aux autres. Donc, de vraiment s'assurer de pouvoir aller faire, d'aller désactiver les MCP qu'on n'a pas besoin, mais aussi de faire attention, comment est-ce que les MCP serveurs ont été construits. Je donnais l'exemple de Grafana comme MCP qui nous permet de faire, d'aller chercher des données sur nos applications. Mais dans Grafana, il y a un outil où est-ce que je peux dire, montre-moi un dashboard. Si dans ton dashboard, tu as énormément de logs ou énormément de données, de métriques là-dedans, puis que GitHub Copilot fait juste recevoir ça comme retour de l'outil, là, tu viens vraiment de monter ton utilisation de tokens. Donc, d'être conscient qu'il y a certains outils dans les MCP également qui vont engendrer des coûts. Ça fait justement partie des comités pratiques de formation de groupe là, où est-ce qu'on peut aller expliquer comment s'assurer de ne pas exploser le nombre de tokens qu'on utilise. Sinon, une bonne solution que moi j'aime beaucoup, pas juste à cause de l'optimisation des tokens, mais aussi à cause du paradigme, la méthodologie de travail, c'est de faire les skills.
Les skills, dans le fond, qui est une autre façon d'aller utiliser des outils qu'on va mettre dans des scripts. Ça nous permet donc de faire un peu la même chose que les MCP serveurs, mais à la place qu'on ait toute la liste de description d'outils qui est donnée à GitHub Copilot, GitHub Copilot va juste aller piocher au besoin. Fait qu'on a moins besoin d'aller optimiser nos définitions d'outils, nos scripts. À la place, ça va juste être appelé au bon moment quand on en a besoin ici. Les skills, là, je le recommande vraiment là, comme façon de travailler. C'est là vraiment qu'on passe à un autre niveau avec GitHub Copilot. Sinon, là, toujours quelque chose qu'on répète, c'est de toujours utiliser des modèles plus petits, moins coûteux, quand on fait des tâches plus simples. Quand on parle là, de faire des résumés, de faire de la réécriture, de rajouter peut-être juste du scaffolding, on n'a pas besoin d'un modèle à haute performance, un modèle super coûteux. Par contre, quand je suis en train de demander « trouve-moi une vulnérabilité », brainstorm vraiment comment reconstruire cette repo, donne-moi des conseils sur comment est-ce que je respecte pas mes NFR dans la repo. Quand on parle vraiment de concepts où est-ce qu'il faut plus réfléchir, ça devient plus mature, plus design, là, ça vaut la peine de prendre des modèles plus chers parce qu'on va vraiment aller chercher une intelligence plus élevée. J'ai ici quelques questions fréquentes qu'on s'est fait poser, puis d'autres que j'imaginais que les utilisateurs de GitHub Copilot auraient fort probablement. Donc, on va y aller en rafale. C'est quand que ce changement prend effet? Eh bien, c'est le 1er juin. Donc, c'est vraiment là que ça va commencer d'avoir la nouvelle facturation. Est-ce que le prix de l'abonnement va augmenter? Non, le prix reste pareil. C'est juste que la différence, c'est que ce montant est converti en AI credits, ce qui est dans le fond le bassin de credits qu'on a accès pour l'entreprise, pour tout le monde. Et si on le dépasse, ben c'est là qu'on va aller chercher d'autres AI credits. Donc, tout ce qui concerne des credits, ça va être vraiment qu'on parle du mode chat, du mode plan aussi, tous les agents, les code review, tout vraiment les coding agents qui sont dans le cloud. Tout ça, ça va utiliser les crédits. Fait que c'est la même chose ici là, que les premium requests. Il n'y a pas de changement sur c'est quoi qui utilise des premium requests ou non. Sauf qu'il n'y a pas de modèle gratuit inclus comme il y en avait pour quand on était encore dans la facturation avec les premium requests. Ce qui reste inclus, gratuit, toujours, peu importe si on n'a plus de AI credits ou qu'on ne veut pas en racheter, ça va être le autocomplete de code. Fait que quand je code puis qu'il me suggère c'est quoi que je veux aller coder plus bas, ça va toujours rester là. Même chose aussi pour les next edits, donc il va t'amener peut-être d'une page à une autre. Ça va rester inclus. Donc, vous n'en faites pas, même si vous avez dépassé votre quota, vous êtes rendu au maximum. On peut quand même aller utiliser GitHub Copilot. C'est juste qu'on va retourner plus à un mode autocomplete. Ou sinon, on peut aller demander à notre gestionnaire d'avoir plus de crédits. Donc, qu'est-ce qui se passe si jamais mon équipe ou un utilisateur a dépassé tous les crédits qui étaient inclus? Bien, c'est là qu'il va falloir aller en acheter. Il va falloir en rajouter. Fait que c'est sûr qu'il faut mettre un quota pour tout le monde parce que sinon, ça va en acheter automatiquement. Comparé au Premium Request parce qu'on pouvait dire un budget à l'avance. Ici, c'est plus un quota maximum. Je vous rappelle qu'il va y avoir quand même une période de grâce là, qui fait qu'on a plus de crédits au début qui vont être inclus. Donc, justement, là, les crédits, tout ça, on se rappelle aussi qu'on peut aller utiliser les crédits des autres, à moins qu'on a hit notre quota. Donc, il y a une meilleure utilisation de c'est quoi qu'on a payé. Donc, si quelqu'un va en vacances, comme l'exemple que j'ai donné, on peut aller utiliser ces crédits ici. Comment estimer ma consommation avant le 1er juin? Ça, c'est ce que je recommande à tous les administrateurs du GitHub de leur entreprise d'aller faire vraiment le plus rapidement possible. C'est vraiment ça qui va vous donner une idée de est-ce que j'ai besoin d'agir rapidement sur ça ou non. J'ai entendu des entreprises qui ont eu des x4, j'ai entendu des entreprises qui ont eu des x15
Et j'en ai même entendu des entreprises qui avaient un changement là, très minime d'environ moins de 100 pour l'entreprise au complet. Ça dépend vraiment comment l'entreprise utilise GitHub Copilot. Ça va nous permettre là, vraiment là, ici, là, puis je vous recommande de le faire vraiment le plus rapidement possible parce qu'il va falloir quand même, oui, on a 3 mois là, de période de grâce, mais c'est le temps maintenant là, de se faire une stratégie si on a besoin de peut-être faire plus de comités de pratique pour monter tout le monde en compétences, plus de formation. C'est le temps de le faire avant que justement on arrive au 1er septembre. Donc, si vous avez besoin d'accompagnement là-dessus, d'analyser, de trouver peut-être des ajustements à faire, trouver vos champions, trouver vos réfractaires, n'hésitez pas à nous contacter pour ça. On le fait dans plusieurs grosses entreprises au Québec. Les serveurs MCP, les extensions, est-ce que ça augmente les coûts? Potentiellement. C'est surtout de se rappeler que, dans le fond, la réponse des MCP, c'est quelque chose qui est considéré comme un input pour les modèles. Donc, ça a un coût là-dessus. Puis que les définitions des serveurs MCP peuvent prendre beaucoup d'espace. Donc, ça aussi, c'est du input. Au moins, les définitions, c'est du cached input, fait que c'est moins cher, mais quand même, il faut se rappeler que c'est quand même des coûts qui vont être récurrents. Et j'en ai parlé une couple de fois, là, mais oui, une période de grâce, donc pour les 3 prochains mois, juin, juillet et août, donc jusqu'au 1er septembre, on va avoir le double des crédits pour les AI credits ici. Donc, avant de finir, avant de répondre à vos questions, je vais vous parler là, de nos services vraiment reliés ici à ce changement-là. C'est sûr que oui, le passage à un billing qui est usage-based, comme il l'appelle, c'est une opportunité quand même là, d'aller utiliser l'outil de façon vraiment optimisée pour l'entreprise. Donc, c'est une stratégie qu'on veut aller mettre en place selon comment la facturation fonctionne, mais aussi les retours en investissement. Parce qu'il faut se rappeler que oui, même si la facture augmente, mais que les bénéfices étaient plus gros que la facture, la nouvelle facture, ça vaut quand même la peine d'intégrer cet outil-là. Donc, justement, là, nous, on est partenaire avec Microsoft et GitHub. On leur parle souvent, ils nous donnent beaucoup de conseils. Nous aussi, on leur donne des conseils. On voit vraiment comment est-ce que les entreprises en général font ce changement-là. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Là, on est très à l'aise d'accompagner nos clients vraiment dans cette gestion du changement, de comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que les équipes utilisent GitHub Copilot. Donc, qu'est-ce qu'on fait comme service pour aider? Bien, c'est sûr qu'il va y avoir les audits FinOps, que ça soit vraiment d'optimiser les coûts, de trouver les champions, c'est qui qu'on devrait donner des crédits, un seuil de crédit plus haut, c'est à qui qu'on devrait moins, à qui est-ce qu'on devrait donner une formation. Tout ça, là, qui est vraiment le audit d'optimisation, on peut aider là-dessus. Sinon, les formations, c'est vraiment comme ça qu'on a commencé, en fait, notre partnership à la base avec GitHub Copilot. On a fait énormément de formations pour comment utiliser l'outil, mais vraiment aussi comment passer à un prochain niveau, aller vraiment soutirer le plus de bénéfices de cet outil. Quand je parlais d'un changement de méthodologie, de comment est-ce qu'on va utiliser GitHub Copilot pour aller à la prochaine vitesse, c'est vraiment dans les formations. On a 2 formations, une de base et une avancée. Celle avancée, c'est là qu'on pousse vraiment GitHub Copilot au plus loin. Et finalement, tout ce qui est optimisation technique, ce que j'appelle un peu la plomberie parfois, vraiment la configuration des serveurs MCP, faire des stratégies de contexte, avoir des résumés prêts à donner à GitHub Copilot, de donner plutôt des diagrammes en texte plutôt qu'en image. Toutes ces optimisations qui sont plus dans comment est-ce qu'on fournit un outil à GitHub Copilot, également, on peut aller aider là-dessus. Donc, merci tout le monde d'avoir passé votre lunch encore une fois avec nous. On a un autre 20 minutes pour vos questions. Je suis prête à répondre. Est-ce que si on pose une deuxième question sur une conversation, est-ce que le coût de la question précédente, celui de la nouvelle question, vu qu'il envoie à chaque fois toute la conversation? Oui, en effet, ça va être nouveau à chaque fois. Par contre, ça va être cached. Fait que c'est pour ça qu'on voit là, que les coûts n'étaient pas si pires là-dessus, là, que les cached inputs étaient vraiment moins bas. C'est exactement ça ici là, auquel on fait référence. Très bonne question. Est-ce qu'on pourrait avoir accès au support de présentation, s'il vous plaît?
Oui, absolument. On va vous envoyer, dans le fond, le PDF. Petit fun fact, toute cette présentation a été construite avec GitHub Copilot. Ça, c'est une nouvelle façon que je fais mes PowerPoint maintenant que j'aime bien quand je veux aller plus vite. C'est que j'utilise GitHub Copilot pour me faire un site web qui ressemble, dans le fond, à un Google Slide ou à un PowerPoint. Puis j'ai aussi utilisé GitHub Copilot pour me faire un petit script pour aller downloader tout ça en PDF qu'on va vous envoyer d'ici peu. Parfait. Ben, dans notre email, on va aussi mettre les liens, que ce soit pour le visualisateur de tokens de OpenAI que j'aime bien, que je vous ai montré au début. Aussi, vous montrer tout le pricing ici là, pour GitHub Copilot, toutes les nouvelles informations là-dessus. Et le lien aussi avec le billing preview pour les administrateurs de GitHub Copilot, on va vous le mettre également en lien. Comme ça, vous pouvez aller y chercher. C'est une bonne question. Selon la documentation de GitHub, on pouvait le mettre vraiment par utilisateur, mais je pense de ce que j'avais lu, c'était avec un API. Fait que ça vaudrait la peine d'aller regarder ça ensemble. Je vais attendre une autre minute au cas où il y a d'autres questions. Bon, ben parfait. Merci tout le monde. N'hésitez pas à nous écrire vraiment si d'autres questions qui reviennent. Souvent, je pense que c'est quand on voit le preview là, du billing que les questions vont apparaître. Ça me fait plaisir de vous aider là-dessus. Fait que écrivez-nous, sinon on vous envoie ça en PDF dans pas long. Mais merci beaucoup. Puis comme toujours, go Habs, go!